Salut les truquistes, c'est Alex et bienvenue dans cet épisode de Trucs. Et oui, on est comme ça chez Castaway, on fait en sorte de sortir au moins une vidéo par an. C'est cadeau. D'ailleurs, voici une photo de nous en train de travailler sur le prochain épisode de Truquistes. Au programme de cet épisode, l'interface d'After Effects, deuxième partie. Nous avons vu dans l'épisode précédent les différentes façons d'importer nos éléments, de créer une composition, de se déplacer dans la timeline et enfin de gérer nos calques. Alors c'est déjà pas mal, mais nous allons maintenant découvrir les options qui s'offrent à nous pour modifier un calque. Si je clique sur cette petite flèche, je déroule alors un très long menu composé de plusieurs options. Première option, la position. Vous avez là l'axe X et Y pour se déplacer horizontalement et verticalement. Si mon calque est en 3D, il y aura aussi l'axe Z pour se déplacer en profondeur. Je peux donc bouger mon calque en changeant ses valeurs directement depuis ce menu, ou alors tout simplement le faire glisser depuis cette fenêtre. Astuce numéro 1, si mon calque est sélectionné, je peux utiliser les flèches du clavier pour le faire bouger et être plus précis. Si je maintiens la touche Maj tout en faisant les flèches, alors le mouvement est plus grand. Astuce numéro 2, si je clique sur mon calque mais qu'avant de le déplacer, je reste appuyé sur la touche Maj, je peux le faire coulisser sur une ligne parfaitement droite. Pratique si on veut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, prenez note qu'on peut afficher ou cacher le menu position en appuyant sur la touche P. Avant de parler des autres options, on va s'intéresser au système de points clés. En appuyant sur ce petit icône, j'active les points clés. On peut d'ailleurs voir qu'After vient d'en créer un là où se trouve mon curseur. Ce point va donc marquer une valeur à un moment précis sur la timeline. Par exemple, si je me déplace plus loin dans la timeline et que je bouge mon calque, un nouveau point clé est apparu. Maintenant, si je bouge entre ces deux points, on peut voir que mon calque est animé. Je peux à tout moment remplacer la valeur du point clé existant, ou le déplacer et même le supprimer. On peut aussi copier-coller un point, ou en créer un nouveau sans déplacer le calque en appuyant sur ce petit icône. Attention, si je réappuie sur le chrono, je désactive le système de points clés pour le calque en question, et par conséquent, tous les points disparaissent. Dans cet exemple, mon calque fait un mouvement simple, mais je le trouve un peu brutal. Pas de panique, il existe une solution. Si je sélectionne mes points clés et que j'appuie sur la touche F9, cela va les adoucir. C'est-à-dire que le calque va accélérer tout doucement avant d'arriver à sa vitesse de croisière, puis décélérer à nouveau pour s'arrêter en douceur. Cela va permettre de rendre des mouvements beaucoup plus naturels. Bien évidemment, ce système de points peut s'appliquer pour la majorité des valeurs et même pour les différents effets appliqués par la suite, permettant de tout contrôler à travers le temps. En dessous de notre position, nous avons notre échelle. Pareil, je peux cliquer sur le chrono pour activer les points clés. Si je change une des deux valeurs, l'autre va alors suivre pour garder un ratio proportionnel. Mais je peux à tout moment cliquer sur cette petite chaîne pour désactiver ce lien. Ainsi, si je change une de ces valeurs, l'autre ne suivra plus, mais l'image va se déformer car on perd les bonnes proportions. On peut d'ailleurs, si besoin, rentrer une valeur négative, ce qui va inverser le sens du calque. À gauche pour l'horizontale, à droite pour la verticale. Je peux également changer l'échelle dans cette fenêtre. L'astuce de rester appuyé sur la touche Maj tout en bougeant l'échelle marche aussi dans ce cas, afin d'être sûr de rester proportionnel. Je peux également appuyer sur la touche S pour faire apparaître le menu échelle. En dessous, nous avons la rotation. Et si le calque est en 3D, il y aura alors 3 valeurs pour les axes X, Y et Z. Ici, c'est le degré de rotation. Par exemple, on peut mettre 90 degrés pour tourner d'un quart. Là, c'est le nombre de rotations complètes. Si on dépasse les 360 degrés, alors on a fait un tour complet. Je peux par exemple mettre des points clés et dire que mon calque doit faire 3 tours complets dans ce laps de temps. En appuyant sur la touche R, je fais apparaître et disparaître les paramètres de rotation. En dessous, c'est l'opacité. Plus on baisse l'opacité, plus le calque devient transparent. Utile pour faire disparaître un calque en douceur. Le raccourci de ce paramètre est la touche T. Et voilà enfin la dernière valeur, le point d'ancrage. Si je sélectionne mon calque, on peut voir cette petite croix au milieu. C'est mon point d'ancrage. C'est-à-dire que c'est autour de ce point que les valeurs vont s'animer. Pour le changer, deux méthodes. Soit modifier les valeurs directement ici, ce qui aura pour effet de déplacer le calque par rapport au point d'ancrage, qui lui va rester au centre du cadre. Soit prendre cet outil et venir le déplacer dans cette fenêtre, ce qui va déplacer le point d'ancrage par rapport au calque. Mais du coup vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? Eh bien maintenant, si je modifie la rotation, le calque va pivoter autour de ce point et plus en son centre. Et c'est exactement pareil pour l'échelle. Voilà, nous avons vu toutes les valeurs de notre calque. Mais avant de passer à la suite, nous allons faire une petite pause pour souffler un peu et assimiler tout ça. Car oui, ça fait beaucoup d'options et de raccourcis. Mais le mieux est de s'amuser à faire plein de petits tests et à force de répéter, ça va bien finir par rentrer. Au passage, voici mon tout premier effet spécial sur After. D'incroyables impacts de balles. Admirez le réalisme. Ouais, y a pas à dire, j'ai tout de suite attaqué très fort sur After. Mais revenons à nos options. Et oui, toujours plus. On va maintenant s'attaquer à cette partie. En premier, l'option discret. Si on clique dessus pour l'activer, rien ne se passe car l'option globale n'est pas activée. Si je l'active en cliquant sur cette icône, on peut voir que mon calque a disparu.
C'est en quelque sorte un moyen utile pour s'organiser quand on a beaucoup de calques. On peut de cette façon cacher les calques qu'on ne veut pas toucher pour laisser apparaître que les calques qu'on souhaite modifier. Pratique quand on a beaucoup de calques. À côté, le petit soleil. Et j'ai eu un mal de tête en essayant de trouver une bonne explication pour celui-là. En gros, quand cette option est activée sur un calque, elle permet de garder les valeurs d'origine de celui-ci. Pour l'expliquer plus clairement, j'importe un fichier Illustrator qui fait 200 par 135 pixels. Par défaut, After va donc prendre ce fichier comme une image de 200 par 135. Jusque-là, normal. Si j'agrandis cette image, on peut voir que c'est pixelisé. Toujours normal car c'est une petite image. Or, ce fichier Illustrator est en réalité un vectoriel. C'est-à-dire que normalement, je peux l'agrandir autant que je le souhaite. Il sera toujours en bonne qualité, comme une police d'écriture par exemple. Si j'active le soleil, c'est alors une révolution. Mon calque comprend qu'il s'agit d'un vectoriel et adieu les pixels. Et ça, même à une échelle de 1000%. Cette option marche aussi pour les compositions. J'ai créé une composition avec un titre dedans. Si j'importe cette composition dans celle-ci et que je l'agrandis, on peut voir que c'est également pixelisé, car After transforme cette compo, dans notre cas, en une vidéo de 1920 par 1080. Mais si j'appuie sur le soleil, After va directement puiser les éléments dans cette composition, et donc mon texte devient net. Voilà, c'est tout pour le petit soleil. À côté est une option que je vais vite survoler. Il s'agit d'améliorer la qualité du zoom dans une image. J'avoue ne jamais l'avoir utilisé car en fait je vois pas une grande différence. Et le résultat en plus est plus long à calculer. Donc voilà. Au suivant. À côté, on trouve l'option FX, qui permet de désactiver tous les effets mis sur un calque. Par exemple, j'ai 3 effets sur ce calque. En décochant cette case, mon calque n'a plus d'effet, utile pour pouvoir comparer avant et après. Encore à côté se trouve l'option interpolation d'image, qui va permettre de créer entre 2 images existantes une troisième, utile pour ralentir un plan en douceur par exemple. Pour ce faire, il existe 2 options. La première permet de créer la nouvelle image en faisant un fondu de l'image d'avant et d'après. C'est la méthode la plus rapide. Et la deuxième option permet de créer une image en faisant un morphing. C'est la méthode la plus longue à calculer. Pour que cette option marche, il faut l'activer en cliquant sur cette icône. Le fait d'activer et de désactiver les options ici permet en fait de gagner du temps. En effet, on peut travailler sur sa composition sans avoir par exemple l'interpolation d'image activée, permettant à l'ordinateur d'aller plus vite. Il suffit d'activer l'option juste avant l'export. Vient ensuite l'option flou de mouvement. C'est une option incontournable que vous allez utiliser très souvent. Comme son nom l'indique, si on l'active sur le calque puis dans la composition, on peut voir que mon calque qui bouge va devenir flou. Plus il bouge vite, plus il sera flou. Enfin, dernière option que nous allons voir dans cet épisode, l'option calque d'effet. Et comme son nom l'indique, cette option concerne les calques d'effet. Alors c'est quoi ce fameux calque ? Pour le créer, il suffit de faire calque, créer, calque d'effet. Ce calque est par défaut transparent, car ce n'est pas un solide. En revanche, on peut appliquer dessus un effet, et cet effet va donc s'appliquer à tous les calques qui se trouvent en dessous de lui. Par exemple, si j'applique une teinte, tous les calques qui sont en dessous sont en noir et blanc. Je peux les déplacer dans la pile pour affecter plus ou moins de calques. On peut voir que pour ce calque, l'option est déjà activée. Si je la désactive, alors mon calque d'effet devient en fait un solide des plus basiques. Et inversement, on peut transformer n'importe quel calque en un calque d'effet. Par exemple, si j'applique une teinte sur cette explosion, puis que j'active l'option, mon calque devient transparent et affecte tout ce qui se trouve en dessous. En général, c'est une option qu'on n'utilise pas vraiment, mais elle a le mérite d'exister. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On parlera de cette dernière option dans le prochain épisode sur l'interface d'After, car il s'agit d'un sacré morceau et faut pas déconner. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, car à défaut d'être productif sur YouTube, on est plutôt actif là-bas. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez du plaisir à tester toutes ces options afin de les mémoriser et de ne faire plus qu'un avec le logiciel. Ciao.